Bonsoir et merci de nous rejoindre au 19h30 à la une de l'actualité. Le rêve de Mémé Amenan est devenu réalité après la diffusion d'un reportage la concernant sur les antennes de la RTI. Le gouvernement a répondu à son appel à l'aide. Mémé Amenan a bénéficié d'importants dons et sera bientôt propriétaire d'une maison. Au Mali, les groupes armés du Nord s'opposent au projet de nouvelle constitution de la junte. L'appel de Mémé Amenan a été entendu 24 heures après la diffusion au journal télévisé de 19h30 de RTI2 le jeudi 23 mars dernier du reportage de Bintou Pekele où 7 centenaires appelaient le président de la République à l'aide. Le gouvernement a réagi. Des vivres et non-vivres ont été remis à Mémé Amenan par Miss Belmondo Dogo, ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. La maison où a vécu la vieille dame pendant 104 ans sera reconstruite et deviendra une maison écologique d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Le témoignage de Bintou Pekele. Je demande la mort, mais ça ne vient pas. J'aimerais que mon président se souvienne de moi. Le président de la République, Alassane Ouattara, a aussitôt répondu à l'appel de la centenaire de Grand Bassam, Amena, l'ex-danseuse d'Adjanou. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, son cabinet, le corps préfectoral et le maire de Grand Bassam ont tous rendu visite à Amena le lendemain de la diffusion d'un reportage de RTI2 sur les réseaux sociaux de la RTI. Une visite suivie de bonnes nouvelles, dont la construction d'une nouvelle maison. La structure en charge de construire la maison de la Mémé nous a dit 1 mois et demi, mais nous avons dit 3 mois. Donc nous reviendrons ici dans 3 mois avec monsieur le maire et le corps préfectoral pour installer Mémé Nguessan dans sa maison. C'est vrai que c'est vu comme un acte de solidarité, mais c'est aussi la manière à nous, en tant que ministre de la Solidarité, d'exprimer toute notre reconnaissance à cette Mémé. Pour l'acte posé en 1949, elle mérite toute l'attention du gouvernement, ce que nous sommes venus faire ce soir. L'État de Côte d'Ivoire ne l'a pas oublié. Le président de la République reste aux côtés des personnes les plus vulnérables et c'est le but de notre visite ce soir. Une maison écologique de type 3 pièces va remplacer la cabane dans laquelle Mémé Amenan a vécu pendant 104 ans. Le coût de la maison, c'est 15 millions. Ce sont des maisons d'abord respectueuses de l'environnement, où il ne fait pas chaud à l'intérieur, donc on n'aura pas besoin de climatiseur pour Mémé. Et en plus, ce sont des maisons qui sont avec l'isophonie, donc les sons sont isolés. C'est une maison qui sera entièrement carrelée, entièrement plafonnée, avec des baies vitrées, avec des sanitaires à l'intérieur pour ne pas que maman ait à sortir de la maison le soir pour ses besoins. Cet élan de solidarité fait renaître l'espoir dans la lignée de Mémé Amenan. Les rares diplômés de la famille rêvent des lendemains meilleurs. Nous sommes aussi allés à l'école, malheureusement, on n'a encore rien sous la main. Des génies ou des adorations, bon, moi je n'y crois pas parce que avec ce que nous avons vu, je pense que chacun a son heure de gloire, véritablement. Ma grand-mère ne va pas mourir dans la souffrance qu'elle a vécue depuis sa jeunesse. Elle a fait ses enfants, ses petits-enfants. Nous sommes venus, on est toujours dedans, vraiment. Je suis très heureuse. Je ne sais pas comment manifester cette joie-là. Je n'avais jamais pensé qu'un jour, le président de la République enverrait des émissaires dans cette cour pour voir notre maman. Aujourd'hui, c'est chose faite. Je suis très heureux. Je ne peux pas décrire cette joie. Je prie Dieu pour le président de la République. Je prends le bon Dieu, je le remercie. Je me mets en genoux, je le remercie. Ma maman est toujours dans sa main. Et la maman ministre RTI2, vraiment, je vous dis merci. Je ne sais pas quoi dire. Je vous donne longue vie. Amena Nguessan et sa mère ont imploré les génies de Sakassou par la danse de l'Adjanou pour la libération des prisonniers en 1949. Amena a dansé l'Adjanou pour remercier les esprits. Pendant des dizaines d'années, elle a soigné et protégé plusieurs personnes à Grand Bassam sans réalisation aucune. Aujourd'hui, Amena Nguessan retrouve enfin le sourire. En attendant d'habiter dans sa nouvelle maison, l'ex-danseuse de l'Adjanou va assurer ses soins médicaux, porter de nouveaux vêtements, déguster de bons plats, s'installer dans un nouveau fauteuil roulant et dormir sur un nouveau matelas. Nous sommes aussi tout heureux pour Mémé Amenan qui va pouvoir maintenant bénéficier de sa toute nouvelle vie.
Nous sommes dans le mois de Ramadan, mois de pénitence, mais aussi de solidarité et de partage. Le conseil municipal de Grand Bassam a fait don d'un véhicule, d'un terrain, de vivre et non vivre à la communauté musulmane. Un acte pour soutenir les fidèles du département de Bassam en cette période de privation et de dévotion. C'est reparti avec Bintou Pekele. 2 tonnes de riz, 1 tonne de sucre, 10 cartons d'huile, 25 cartons de pâte alimentaire et 25 cartons de lait d'une valeur de 5 millions de francs CFA, mais aussi un terrain de 500 mètres carrés pour la construction d'un siège et un véhicule flambant neuf. C'est le don de Jean-Louis Moulot, maire de Grand Bassam, au COSIM du Sud Komoué. Un geste de solidarité du Ramadan que le premier adjoint au maire de la commune accompagne d'une enveloppe de 1 million de francs CFA. C'est à travers ces personnes que nous on voit Dieu. C'est la raison pour laquelle nous avons bien voulu accompagner le premier magistrat de la commune au siège de COSIM pour les différents dons qu'on pouvait apporter en tant qu'un acte de solidarité pour ce mois sacré. C'est un plaisir pour nous de pouvoir soutenir l'institution qu'est le COSIM, qui est une institution partenaire. C'est donc notre modeste façon d'accompagner ces actions de cohésion sociale et de renforcement de la paix dans notre ville Grand Bassam. Pour le cheikh Moussa Dramé, première autorité de la communauté musulmane de Grand Bassam, le conseil municipal cette année est allé au-delà du traditionnel don de Ramadan. Chaque année, le maire nous donne non seulement la rupture, et il nous envoie en mission. C'est ce qui vient d'être fait. Le maire vient de nous accorder un site, un terrain pour bâtir le siège de COSIM. C'est une première fois dans l'histoire de notre ville historique. On ne peut que prier pour lui et prier aussi pour ses collaborateurs et prier pour l'avenir de notre ville historique et Grand Bassam. En demandant à Allah le Tout-Puissant d'accompagner le président de la République. Donner un véhicule, donner un terrain pour le COSIM, c'est formidable. J'ai pris le Tout-Puissant qu'il puisse aller de l'avant. Cette cérémonie de remise de dons de Ramadan du conseil municipal du Grand Bassam, occasion pour guides religieux, autorités locales et fidèles musulmans de la ville historique de prier pour le président de la République, Alassane Ouattara. Ils ont également appelé Dieu pour rétablir et maintenir la paix entre les filles et fils de Grand Bassam. En ce mois de Ramadan, des fidèles évoluant dans le volontariat dans la commune d'Abobo, quartier Bokabo, ont choisi de voler au secours des orphelins. Ils leur offrent des vivres, des non-vivres et mènent en leur faveur des actions socio-éducatives. Comment parviennent-ils à assister les orphelins au quotidien? Des réponses avec Ami Koulibaly. Quartier Bokabo, dans la commune d'Abobo. Une fois dans l'enceinte de cet orphelinat musulman qui abrite plus de 120 pensionnaires, l'imam Mamadou Traoré, responsable de l'encadrement, rejoint ses collaborateurs avant de s'assurer si le jeûne se passe bien pour les adolescents. On prend un peu connaissance de ce qui s'est déjà passé. Notre quotidien actuellement, chaque fois, les enfants se réveillent. 98% d'enfants jeûnent. On passe Sahour, qui est pris avant Fajr. Et ensuite, la prière automatiquement. Après la prière, automatiquement, les enfants restent au sein de la mosquée et ils révisent le Coran. Zana Ouattara, secrétaire général de l'orphelinat, en profite pour égrener les difficultés quotidiennes. On manque un peu de tout, essentiellement le riz, de l'huile, des pâtes alimentaires, les pâtes de tomates, voilà. Ainsi de suite, tout ce qui rentre dans le cadre de la cuisine en fait. Pour la popote, de façon hebdomadaire, nous pouvons estimer à cela à plus de 60 000 francs. Nous lançons un appel aux âmes sensibles, aux personnes généreuses, parce qu'ils puissent venir nous aider. C'est bientôt l'heure de la prière de 13h30. Il faut faire vite. Les ablutions terminées, la prière est officiée par un adolescent. Une fois la prière accomplie, place à la lecture du Coran. Une occasion pour Mohamed Nourdine, qui a fait office d'imam, de parler des bienfaits de l'orphelinat sur son niveau de connaissance religieuse. L'orphelinat m'a apporté beaucoup de bonheur. Grâce à l'orphelinat, je connais les bases de ma religion. J'ai aussi mémorisé une grande partie du Coran. Pour Souleymane Maïga, ce pensionnaire qui a mémorisé le Coran est Fakodine Adebouali, bachelier. L'orphelinat leur apporte beaucoup. J'ai mémorisé le Coran et quand je suis avec mes frères,
je ne me sens pas seul. Je sais qu'il y a quelqu'un derrière moi. Si on est solidaire et puis il n'y a pas de parade entre nous. Les avantages que nous avons dans le mois de Ramadan, surtout au niveau éducatif. Voilà, on arrive à, comme on appelle, à réviser nos cours que nous avons vus durant l'année. Ainsi, au niveau des adorations aussi, il y a de la perfection. Soutenir les orphelins pendant le mois de Ramadan est une recommandation pour tout fidèle qui aspire au bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Vous venez de suivre le récit de Joël Gosset. Dans un tout autre domaine, l'entrepreneuriat est l'une des solutions pour lutter contre le chômage des jeunes. Une manière de s'auto-employer à travers une activité génératrice de revenus et même employer d'autres personnes. Adouko et Zanga ont compris cette vision. Ils se sont lancés dans la collecte de déchets plastiques, chose qui leur a permis d'obtenir le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent 2017 d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Depuis lors, que sont-ils devenus? Notre équipe de reportage les a retrouvés dans la commune de Yopougon, au quartier Azito. Le point donc de Théodore Zouzou. Ce n'est pas un dépotoir d'ordures, mais la façade d'une entreprise dont les déchets plastiques constituent la matière première. Ces déchets solides sont convoyés ici par ce tricycle. Le conducteur de cet engin est un employé. Il accomplit fièrement sa tâche quotidienne. Je roule moto pour acheter les bagages. Il y a les gens qui se promènent pour ramasser. Quand c'est beaucoup là, et puis on m'appelle, ils me prennent. Quand ils me prennent les kilos, il y avait 150. C'est dans ces constructions en tôle, voire précaires, qu'on retrouve deux inséparables, Adouko Stéphane et Kamara Zanga. Ils sont les lauréats du prix Alassane Ouattara du meilleur jeune entrepreneur émergent 2017. Ce prix leur a permis de faire un pas dans la réalisation de leur projet. Nous avons constaté qu'à Abidjan, il y a beaucoup de déchets plastiques dans les rues. Nous voulons participer à sa transformation. Avec le prix que nous avons eu, ça ne pouvait pas faire grand-chose. Bon, ça a pu payer ce que ça pouvait payer. Donc, nous avons jugé bien de commencer. Peut-être avec le temps, nous pouvons nous autofinancer, devenir une grande entreprise. Nous avons pu réaliser une première partie de notre projet qui consiste à la collecte, le tri et le broyage des matières plastiques. Ces 14 employés travaillent en équipe et presque à la chaîne. Le tri des différents types de déchets plastiques est une étape capitale. Quand les bagages là viennent, nous les filles, on trie. On trie les différentes couleurs. On met les blancs à part, les rouges à part. Quand nous faisons ça, les garçons, eux, ils vident. Et puis ils envoient ça à la machine pour que la machine puisse broyer. On ne mélange pas. Parce que eux, quand ils arrivent à la zone, ils vont trier encore. Donc si nous on mélange ici, ça ne n'arrange pas là-bas. Donc nous, on fait les différentes couleurs. Mon travail, c'est de broyer, arranger la machine. Avec mes patrons, tout se passe bien. Ils sont très bien avec nous. Élodie, employée, dit recevoir un bon traitement et une attention particulière de la part de ses employeurs. Cependant, elle considère ce travail comme un tremplin. C'est un élève. De l'année prochaine, il a fréquenté. Cette année, il n'est pas fréquenté par il n'y a pas l'argent. Si je suis venu chercher l'argent, c'est parce qu'il n'est pas là pour travailler cette année. Donc, je suis venu chercher l'argent pour qu'il gagne un peu. Et ce qu'il a besoin, si il a trouvé, il a gagné. Pour les employeurs, maintenir la confiance est une priorité, malgré les nombreuses difficultés. Adouko et Zanga ne baissent pas les bras. Ils ambitionnent d'ouvrir une véritable usine de recyclage donnant des produits finis et d'offrir davantage d'emplois. Nos défis vraiment sont nombreux. Nous avons besoin d'espace pour pouvoir mettre en compte l'activité. Et on a besoin aussi des moyens de locomotion pour la livraison et l'approvisionnement de nos matières premières. Et aussi, on a besoin dans un deuxième temps, avoir des machines. Les machines pour faire les seaux, pour faire les bidons. Donc c'est à ce niveau-là que nous voulons arriver. Adouko et Zanga continuent de se battre pour se faire une place dans l'univers de l'entrepreneuriat. Ils plaident pour un appui financier afin de réaliser leurs plus grands rêves.
Parlons enseignement supérieur à présent. 40 nouveaux étudiants d'une université privée d'Abidjan ont prêté serment, un acte à travers lequel ils se sont engagés à respecter le règlement intérieur de l'établissement. Ces impétrants ont pris part ainsi à leur cérémonie d'immatriculation, marquant le début de leur carrière universitaire. Cérémonie au cours de laquelle ils ont reçu quelques conseils des responsables de l'établissement. Et cette cérémonie d'immatriculation des nouveaux étudiants était également marquée par une conférence sur l'excellence dans le parcours académique, un moyen efficace et très sûr de réussir. Hors de la Côte d'Ivoire, les groupes armés du nord du Mali ont exprimé leur opposition au projet de nouvelle constitution de la junte et mis en garde contre la fragilité de l'accord de paix signé en 2015 avec Bamako sous l'égide d'Alger. Un peu plus loin, en République démocratique du Congo, après les Kenyans et les Burundais, les soldats ougandais de la force régionale est-africaine chargés de superviser le retrait des rebelles du M23 ont commencé à arriver ce vendredi dans l'est du pays où la situation demeure explosive. Nous avons sur notre plateau avec nous M. Yves Aka. Il est président de la FACSI, président de la Fédération nationale des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire. Et avec lui, nous allons plancher sur la question des consommateurs. Bonsoir, M. Yves Aka. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Tout d'abord, comment pensez-vous permettre à la ménagère de renflouer son panier? Nous demander comment permettre à la ménagère de renflouer son panier, c'est une lourde responsabilité pour une organisation de consommateurs que nous sommes, étant donné que renflouer le panier de la ménagère relève de l'augmentation de son pouvoir d'achat. Et cela relève de 3 entités qui sont vraiment responsables. Je citerai d'abord la part de l'État. L'État doit donner de l'emploi suffisamment à ces populations. C'est quand nous avons un emploi que nous pouvons avoir un salaire et donc un revenu sûr. Et donc la responsabilité des consommateurs que nous sommes, c'est de sensibiliser les consommateurs lambda sur leurs droits et leurs obligations. C'est vrai, un consommateur, le plus souvent, il revendique ses droits, mais nous avons aussi des obligations qu'il faut savoir. Et donc, par exemple, l'obligation d'être averti, l'obligation d'être actif, l'obligation d'être, par exemple, solidaire vis-à-vis des activités qui sont menées par les organisations de consommateurs. Et je ne parlerai pas de l'obligation... La ménagère, c'est une femme au foyer. Comment elle fait à son niveau? Mais à son niveau, ça, c'est le consommateur lambda qui va sur le terrain pour acheter. À ce niveau, il faut que la ménagère sache qu'elle est consommatrice, c'est-à-dire un acteur économique. Quand on est acteur économique, en matière d'économie, il n'y a pas de sentiment. Parce que ceux qui sont en face, ce sont nos partenaires sociaux. Mais il ne faut pas de cadeaux parce qu'ils vendent au prix qu'il faut pouvoir tirer profit. Donc toi aussi, quand tu vas sur le marché, il faut faire en sorte de ne pas être ami avec un commerçant quelconque. Que ce soit la proximité. Quand tu vas sur le marché, prends le temps de sélectionner les magasins. Mais si on n'est pas ami avec le commerçant, comment on va discuter les meilleurs prix qui pourraient nous arranger? Non, le commerçant, lui, il ne tient pas compte de votre amitié. Il va fixer le prix qu'il faut pour tirer profit. Donc toi, il faut faire le tour du marché pour voir là où les prix sont bas. Et c'est pourquoi la loi, depuis la loi 999 du 27 décembre 1980, le principe de la libre aussi, de se promener là où le prix est bas. Je prends l'exemple, par exemple, des téléphonies. Vous partez, les cabines sont alignées, on vous dit 1 minute à 50 francs. Là, on vous dit 1 minute à 100 francs. Vous choisissez quoi? Vous choisissez là où c'est à 50 francs. Parce que ça vous arrange. C'est la même chose dans tous les domaines. Donc, il faut pouvoir comparer les prix sur le marché. Il faut comparer les prix. C'est un travail personnel. Voilà, il faut se renseigner sur le marché. Il ne faut pas être ami avec un commerçant. Il faut payer là où le prix est bas. Et l'amitié même va consister à sceller cette amitié-là, là où on te fait gagner du profit, n'est-ce pas? On n'est pas amis parce qu'on dort dans la même maison, ou bien on est dans le même quartier, ou bien on est de la même communauté. Et de façon générale, on observe comme ça quelques flambées de certains prix. En tant que président de la FACSI, comment vous faites quelles sont les solutions, les actions que vous menez pour les consommateurs en général? Les actions que nous menons pour les consommateurs en général, c'est de sensibiliser, c'est d'informer, c'est de faire des lobbying auprès de l'État. Je citerai par exemple, récemment, nous venons de Yamoussoukro.
où nous sommes allés réfléchir sur le secteur de la boulangerie. Vous savez que depuis 2021, au niveau de la boulangerie, il a été annoncé une augmentation de prix. La baguette devait passer de 150 à 350 francs. C'est grâce à nos actions que jusque-là, le prix est à 150 francs et à 200 francs aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est vrai, les boulangers réclament une augmentation de prix. Sur le marché, les prix ont commencé à flamber, mais il revient aussi à l'État de faire le contrôle pour que ces prix-là soient respectés. Et ce que nous espérons que ce message est arrivé à bon port. Malheureusement, nous ne bénéficions pas de suffisamment de temps. Oui. Nous allons mettre fin à cet entretien. Merci, Monsieur Yves Aka, de nous avoir rejoints sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le président de la FACSI, Fédération nationale des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous allons vous recevoir un autre jour. Merci. Cette édition est à son terme. Merci de votre fidélité. Excellente soirée sur RTI2. Merci.